Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle soirée d'été. Vous cherchez de la fraîcheur? Eh bien, ça tombe bien, hein, 28 minutes à l'effet d'un brumisateur sur le monde de l'information. Eh bien, tout comme elle, bien sûr, la fraîche équipe de 28 minutes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonjour Mathieu. Et l'actualité, c'est l'arrivée officielle de François Bayrou sur les réseaux sociaux. Et oui, pour expliquer ces réformes, il y a une semaine, au cœur de l'été, le Premier ministre se transformait en youtubeur. Plusieurs d'entre vous m'ont envoyé des petits messages et des questions en disant « mais au fond, pourquoi faites-vous ça? Quel est le but que vous voulez atteindre ?» Alors je vais essayer de vous répondre le plus franchement possible. Alors, les réseaux sociaux sont-ils devenus un passage obligé pour les politiques afin de ne pas paraître déconnectés? S'agit-il d'un exercice de communication ou d'une nouvelle manière de faire de la politique en essayant de toucher le plus grand nombre? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui suscitent le plus de questions dans les courriers que nous recevons, comme « Mais partent-ils à la plage avec leurs chroniques respectives ?» Préservons le mystère. Eux, ce sont Quentin Darmon et Théophile Cossa. Bonsoir à vous. Bonsoir. Au programme ce soir, Quentin. Elle incarne la résilience face aux violences de l'industrie du spectacle. Pamela Anderson est de retour au cinéma dans un registre inattendu. Je vous raconte son incroyable parcours en fin d'émission. Et vous, Théophile? Vous avez peut-être prévu d'en visiter cet été des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme les mégalithes de Carnac en Bretagne, qui viennent d'être classés. Figurez-vous que c'est très difficile d'obtenir cette distinction. L'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, je vous raconte comment ça marche. Je vous retrouve en fin d'émission, car avant ça, prenons la direction des étoiles. On a tendance à oublier un peu que l'espace n'est pas qu'une affaire de milliardaires mégalos, mais avant tout de scientifiques, le genre de personnes qui aiment raconter leurs dernières découvertes le soir venu autour d'un feu de camp et d'un télescope. C'est l'esprit du livre de Jean-Philippe Uzan, Une histoire populaire de l'univers, et il vient nous en parler tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Jean-Philippe Uzan. Bonsoir. Vous êtes astrophysicien, spécialiste de cosmologie. Votre livre « Une histoire populaire de l'univers », publié chez Flammarion Sciences. Je vous présente l'équipe de 28. Bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Alors, il faut dire une chose, Jean-Philippe Uzan, c'est que c'est assez chic tout de même de vous recevoir, parce qu'ils sont rares les invités de 28 minutes qui ont un astéroïde à leur nom. Voilà, c'est le cas, c'est le cas pour vous. C'est le cas. C'est le cas. Est-ce que vous savez où il se trouve actuellement, cet astéroïde? Alors actuellement, non, mais en fait, on peut regarder. Donc, quand vous avez la chance d'avoir un astéroïde qui porte votre nom, il y a un site web, en fait, puisqu'ils sont tous référencés. Vous pouvez cliquer son nom et en fait, vous avez une carte qui apparaît. Vous avez sa position dans le système solaire. Donc, je dois avouer que je suis pas ça. Ah oui, d'accord. Ah bon. Vous ne parlez pas souvent de ces nouvelles? Non, parce que c'est assez tranquille dans l'espace. Oui. Voilà, il n'y a pas de problème de voisinage. Bon, on va parler de tout ça, notamment d'une histoire populaire de l'univers dans un instant. Mais juste avant, vous êtes ici parce que vous avez le profil idéal pour nous faire voyager dans l'univers. Et c'est ce qu'on va voir avec Olivier Boucreux. Jean-Philippe Uzan, vous êtes astrophysicien pour la rigueur, poète du ciel pour l'imaginaire. Avec une histoire populaire de l'univers, vous reliez les poussières astrales à notre conscience terrestre, tête dans les étoiles, pieds sur terre, bref, le profil idéal. 1969, votre année zéro sur la Terre comme sur la Lune, où l'homme posait pour la première fois le pied. Les soirs clairs de votre enfance, vous scrutiez déjà les étoiles et ramassiez cailloux et coquillages. Ce goût des questions fondamentales vous mène à l'école des mines, puis à une thèse en cosmologie, avant une entrée au CNRS. Directeur de recherche à l'Institut d'astrophysique, vous défendez une science qui se construit à plusieurs. Si je suis ce que je suis aujourd'hui en tant que chercheur, c'est parce que déjà j'ai eu des enseignants qui m'ont donné le goût de faire des sciences. Et moi, je le retransmets en particulier à mes étudiants. Auteur de l'harmonie secrète de l'univers et de Big Bang, vous mêlez aussi science et art, comme au théâtre avec Étienne Pommeray dans Kant, exploration de l'espace-temps. Tous les penseurs jusqu'aux Lumières, en fait, qui étudiaient les mathématiques, apprenaient aussi la musique et l'astronomie. Les Galilée, les Kepler, les Newton, ils connaissaient les théories de la musique, ils connaissaient l'astronomie. Reconnu par vos pairs et par le ciel lui-même, un astéroïde porte votre nom. Vous avez dirigé l'Institut Henri Poincaré, lieu de rencontre scientifique, et reçu le prix Paul Langevin pour vos travaux en physique théorique. Une histoire populaire de l'univers, votre nouveau livre, conçu comme une lettre à l'astronome Camille Flammarion, rappelle que lever les yeux vers le ciel, c'est aussi apprendre à mieux vivre sur Terre. Un siècle de révolution vous sépare, relativité, cosmologie, découverte des galaxies, conscience écologique, mais le même désir de décrypter l'univers vous anime. Poussière d'étoiles nous sommes, poussière d'étoiles nous redeviendrons.
Engagé pour la recherche fondamentale, vous plaidez pour un savoir affranchi des logiques productivistes, vous alertez sur la pollution orbitale, l'épuisement des ressources, l'illusion d'une planète B, et concluez par cette citation « Une société qui ne crée pas de nouvelles idées n'est pas vivante ». Voilà, Jean-Philippe Uzan, Une histoire populaire de l'univers, c'est votre livre. Le terme forcément qui est étonnant sur ce titre, c'est populaire. Oui, populaire. Qu'est-ce que ça veut dire en fait dans le cas de l'univers là? Donc il y a plusieurs raisons pour ce terme populaire. D'abord, il y a ce clin d'œil à Camille Flammarion, son Astronomie populaire qui est publié en 1880, fin du 19e siècle, un livre qui va se vendre à 130 000 exemplaires, donc vraiment une sorte de météorite dans ce qu'on fait. C'est la naissance un peu de la vulgarisation scientifique à la française, avec cette envie d'être vraiment populaire dans le sens où il veut transmettre une science qui est à la fois exacte et précise, mais que tout le monde pourrait partager, parce que comme il nous le dit, en fait, notre univers, c'est notre bien le plus cher. C'est quelque chose, il part du paradoxe, il se dit, en fait, les connaissances augmentent, on est de plus en plus éloigné de ces connaissances, et pour autant, dès qu'on parle de l'univers nous est proche, l'univers nous constitue. Et donc, ça a été le point de départ, d'essayer de marcher sur ces traces-là, mais en se disant, Camille Flammarion est mort le 3 juin 1925. C'était juste il y a 100 ans. 100 ans. En quoi 100 ans de physique et d'astrophysique ont changé notre relation à l'univers? Et justement, qu'est-ce qui le surprendrait le plus, ce grand astronome, aujourd'hui, s'il était encore vivant? Je crois que tout le surprendrait. Parce qu'à l'époque de Camille Flammarion, en fait, l'univers est extrêmement petit. On connaît une étoile que l'on peut étudier, c'est notre Soleil, 8 planètes, des petits objets comme les astéroïdes, les comètes qui circulent dans le système solaire, et des points qui sont des étoiles, mais on ne sait pas si ces étoiles sont éternelles. Ah oui, on ne sait pas pourquoi le Soleil et les étoiles brillent. On n'a aucune idée de la raison pour laquelle elles brillent. On ne sait pas si elles sont à une distance finie ou infinie. La première mesure de la distance d'une étoile, c'est 1838. Donc, vous voyez à peu près à ça. Donc, on a fait un bond incroyable technologiquement, rien qu'en 100 ans. En plus de 100 ans. En 100 ans, le monde a radicalement changé. Et en fait, ça se passe quelques mois avant sa mort. 30 décembre 1924, juste avant la nouvelle année, vous voyez, Edwin Hubble annonce à la Société américaine d'astronomie la preuve de l'existence d'une autre galaxie. Et donc, on va sortir de notre galaxie. L'univers, en fait, va complètement exploser. L'univers a exploré, en fait. Ah, c'est ça. Et donc, on va créer la cosmologie. La cosmologie était plutôt une branche de la philosophie, de la métaphysique. Elle va devenir une science. Elle va créer ses outils. Donc voilà, ça va... Le contexte va être complètement révolutionné. Comme vous dites, on va sortir de notre galaxie, on va sortir aussi de notre atmosphère terrestre, puisqu'il y a en 1972 cette photo Blue Marble prise par l'équipage Apollo 17. Là, c'est la première fois qu'on voit la Terre de l'extérieur, on la voit là derrière. Qu'est-ce que ça a redéfini dans notre rapport au cosmos, dans notre place dans l'univers? Ça, c'est la deuxième révolution, on va dire, celle qui est plus locale. Nous sommes allés dans l'espace. Alors bien sûr, on a parlé de 1969, le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune, le début de l'exploration spatiale. Alors 1968, Earthrise, le lever de Lune pris par la mission Apollo 8, juste à la période de Noël, au moment où ils sont en train de rentrer sur Terre. On voit la Terre se lever, renversement mais conceptuel. Depuis la Terre, c'est la Lune qui se lève. Depuis la Lune, ils sont pas à l'Uni, mais ils sont passés proches de la Lune. Depuis la Lune, on voit la Terre se lever. On renverse. Blue Marble 1972 et le petit point bleu de 1990 par la sonde Voyager. Ces images de notre planète, de ce petit point bleu pâle, comme l'appelait Carl Sagan, un grand astrophysicien américain, c'est notre foyer. Ouais, c'est ça. Et c'est notre foyer dans son ensemble, dans sa totalité. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez hallucinant. Pendant des siècles, on a essayé d'explorer, de cartographier la Terre. Aujourd'hui, grâce au spatial, on peut observer la Terre depuis l'extérieur, on peut contrôler la qualité de son atmosphère, mesurer la quantité de CO2 dans notre atmosphère, de voir la façon dont le climat va évoluer. Alors, en effet, on le voit, et vous parliez justement de Carl Sagan, et il a développer un concept, on va dire ça, ou une phrase qui a été popularisée par Hubert Reeves, ensuite qu'on connaît bien. Nous sommes des poussières d'étoiles. On l'a vu tout à l'heure dans votre portrait. Ça veut dire quoi? Que notre arbre généalogique est composé d'étoiles? La matière qui vous compose, ici, est principalement constituée de carbone, d'azote, d'oxygène. En fait, ce qu'on a compris en un siècle, c'est que cette matière n'était pas présente au début de l'histoire de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années. Parce qu'en un siècle, on a aussi appris que l'univers n'avait pas toujours existé, qu'il était là que depuis 13,8 milliards d'années. Donc déjà, vous avez une sorte de bouleversement psychologique total, parce que le passé est plus court que le futur qui est à venir. Et ce qu'on a compris, c'est que toute cette matière ne pouvait pas exister dans l'univers primordial. D'où vient cette matière qui nous compose? Et ça, en fait, on va le comprendre en comprenant comment les étoiles brillent.
Et ça, c'est les découvertes de la physique du début du XXe siècle. 1911, on découvre le noyau atomique. 1914, le proton. 1932, le neutron. Et on comprend qu'il y a des nouvelles forces physiques, les forces nucléaires. Et puis la fameuse formule d'Albert Einstein, E égale mc2. Donc si vous cassez des gros noyaux, vous pouvez, en petits noyaux, vous allez pouvoir faire de l'énergie, ce qu'on appelle la fission, qu'on utilise dans les centrales nucléaires aujourd'hui. Mais si vous prenez de l'hydrogène et vous faites de la fusion, vous allez produire de l'énergie. C'est assez fascinant et c'est des découvertes, forcément, quand on est un peu néophyte, qui nous passionnent. Comme on va en parler d'une, justement, Natacha, c'est une récente découverte et c'est le trou noir le plus massif de l'univers, jamais observé. Ouais, les trous noirs, ce sont ces objets qui sont parmi les plus fascinants du cosmos. Ce trou noir en question est situé à 5 milliards d'années-lumière de nous. Il est dans la galaxie du fer à cheval cosmique qu'on voit ici. Il est environ 36 milliards de fois plus massif que notre Soleil. C'est presque la masse totale d'une petite galaxie, mais dans un même objet. Les trous noirs, vous savez, ce sont ces monstres cosmiques qui absorbent tout, même la lumière. Ils ont été d'abord théorisés par Einstein et nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir les observer directement. Depuis 2019, on peut même les photographier, comme avec cette fameuse photo, cette première image de M87 étoile. Alors là, comme ça, c'est pas très impressionnant, on dirait un donut, mais c'est historique. Oui. Et on a aussi la chance de pouvoir les écouter avec des expériences de sonification. Voilà. On peut entendre, voilà, le chant d'un trou noir. Pas très rassurant. On en a en tout cas la chance de vivre cet âge d'or de l'astronomie. Vous aussi, Jean-Philippe Uzan, vous avez les pieds dedans, mais est-ce qu'à force de faire de telles découvertes, est-ce qu'on continue finalement de ressentir de l'émerveillement au quotidien? Je crois qu'on continue toujours parce que sinon, en fait, on s'arrêterait si on était blasé. Ouais. La recherche est quand même un métier qui est assez difficile. Vous passez beaucoup de temps, surtout en théorie, vous passez beaucoup de temps derrière votre bureau à faire des équations, à lire des articles, à vous dire que vous ne comprenez rien, à faire beaucoup d'erreurs et la plupart des choses finissent dans votre corbeille. Mais il y a quand même en fait ces grandes questions qui sont là, qu'on débat beaucoup dans les conférences et qui excitent le public. Là, vous avez parlé de trous noirs, mais il y a tous ces mystères actuellement sur la structure de notre univers avec cette matière noire, cette énergie sombre. En fait, on a la preuve grâce à la cosmologie qu'il existe des types de matières que nous ne connaissons pas encore, que nous n'avons pas encore détectés en laboratoire, dont on ne connaît rien de la nature. Donc on peut se dire qu'éventuellement, il y a des révolutions en fait, sur notre façon de voir le monde qui vont arriver dans les décennies à venir. Et donc ça, c'est excitant de pouvoir participer à cette aventure. On comprend toute l'importance de la recherche quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, le démantèlement du budget de la NASA, par exemple, et pourtant l'envie toujours de découvrir et d'aller sur Mars. Comment vous le ressentez, comment vous le vivez, ça? Mais je pense que c'est tragique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs échelles de temps. Là, on a appris la nouvelle sur la demande de mettre fin aux missions qu'on appelle OCO, donc Orbiting Carbon Observer. Donc, c'est des observatoires du taux de carbone et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre. Ça veut dire qu'on est en train de casser un thermomètre sur le diagnostic de l'état en carbone de notre atmosphère. C'est vraiment se dire qu'on ne veut pas voir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important avec la science, c'est que on crée des théories, des explications du monde, et il ne faut pas se dire, et c'est Richard Feynman, un prix Nobel de physique, qui le disait, il dit c'est pas important de savoir si votre théorie est belle, c'est pas important de savoir si vous êtes intelligent ou pas. Si l'expérience vous dit que votre théorie est fausse, elle est fausse. Ouais. La mesure, la confrontation au réel est la chose la plus importante. Et dans la science, on a cette fameuse méthode scientifique, la façon de créer des théories, de poser des questions à la nature, parce que la science, c'est pas un ensemble de connaissances et de faits. C'est une façon de penser, c'est une façon de questionner la nature. Et une fois qu'on sait faire ça, eh bien, on ne peut plus être dans une parole performative, par exemple. On doit prendre en compte le réel. Voilà, et ce que vous l'écrivez dans votre livre, le savoir n'est pas une opinion, et c'est assez juste par rapport à ce qu'on retrouve aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Philippe Uzan, une histoire populaire de l'univers. Il faut même l'emmener sur la plage, parce que ça peut être intéressant, même pour observer les étoiles. Voilà, c'est publié chez Flammarion Sciences. Merci beaucoup d'être passé ce soir par 28 minutes. Allez, passons maintenant à notre débat. Salut la commu. Bon, avouons-le, quand nous avons appris que François Bayrou se lançait sur YouTube pour expliquer ses réformes, on a imaginé le Premier ministre parler comme un influenceur, mais en fait, non. François Bayrou reste institutionnel. Ce n'est pas le premier politique à fréquenter les réseaux sociaux, et ils sont de plus en plus nombreux à y consacrer du temps. X, Facebook, Instagram ne sont-ils que des lieux de marketing politique ou une nouvelle manière de s'adresser aux électeurs? Les réseaux sociaux peuvent-ils faire la présidente ou le président de demain? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Tous les responsables partent en vacances, bien méritées, ce que je ne ferai pas. Un été sur YouTube. En bras de chemise, François Bayrou, 74 ans, a lancé sa chaîne, comme on dit. Le but de
de cette communication directe que je vous propose, c'est que vous soyez vous-même, vous forgiez vous-même votre propre opinion. Encore une fois, si quelqu'un pense le contraire de ce que je dis, il a le devoir de le dire. Au menu, la dette, le chômage, remettre la France au travail. Plus de 120 000 vues pour la première vidéo. Passé la curiosité, les épisodes suivants n'ont rassemblé que quelques milliers d'internautes. Pas vraiment ce qu'on appelle un buzz. Merci à tous et à demain. En optant pour une chaîne YouTube, le Premier ministre, comme d'autres, fait le choix d'une communication directe, sans intermédiaire, sans journaliste. Vous êtes, vous, pris pour des imbéciles. Vous êtes, en quelque sorte, les invités d'un banquet médiatico-politique permanent, d'un dîner de cons permanent. Avec 2,2 millions de followers sur TikTok, Jordan Bardella est le champion des réseaux sociaux. J'ai faim. Une spontanéité affichée, revendiquée, parfois surjouée, qui vise principalement la jeune génération qui apprécie plus ou moins ces opérations séduction. Peut-être que ça peut me donner une meilleure image de certains candidats, surtout quand ils ont l'air proches des électeurs, qu'ils ont l'air sympathiques. Mais je pense pas que ça puisse déterminer mon appartenance à un mouvement politique. Les jeunes, ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et je pense que ça les encourage à voter pour leurs idées et leurs valeurs. Et enfin, voilà, ça influence beaucoup les jeunes, je pense, oui. Alors, la prise de parole solennelle à l'ancienne est-elle passée de mode? C'est la base. Les politiques doivent-ils à tout prix investir les nouveaux outils comme YouTube et TikTok? Quelle influence sur l'abstention et sur le résultat des élections? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Franck Louvrier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien conseiller communication de Nicolas Sarkozy, maire de La Baule Escoublac. Votre livre, Ce qu'il me reste à faire, les confidences du maire, justement, de La Baule Escoublac, est paru aux éditions Librinova. Et selon vous, le format court est devenu aujourd'hui le mode de consommation des médias par les Français. Les politiques doivent donc, dites-vous, s'adapter à ce changement. Ils doivent prendre le virage des réseaux sociaux. À vos côtés, Alexis Lévrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des médias, maître de conférence à l'université de Reims. Votre livre Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse est paru aux éditions des Petits Matins. Selon vous, les réseaux sont une évolution inéluctable pour les politiques, mais avec des effets pervers, dites-vous. De plus en plus souvent, les interventions en séance à l'Assemblée nationale sont calibrées pour être diffusées sur TikTok. Et puis Stéphanie Wojcik, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Est Créteil. Vous travaillez d'ailleurs sur l'expression politique en ligne. Et selon vous, les politiques cherchent à investir ces réseaux en espérant atteindre de nouveaux publics, mais ce n'est pas si évident, hein. La majorité de ces comptes sont, dites-vous, notamment suivis par des journalistes, on le sait bien, et des personnes déjà très politisées. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et le chiffre du jour. 7800 comme le nombre d'abonnés en une semaine à la chaîne YouTube FB Direct, François Bayrou Direct. Lancer une chaîne YouTube en plein été sur le budget, Franck Louvrier, c'est un peu osé, non? Oui, c'est osé, mais c'est assez audacieux, parce que je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'opportunités pour pouvoir s'exprimer avant le calendrier parlementaire, qui est celui du vote du budget. Il sait qu'il est mis en danger sur ce sujet. Et donc, il a utilisé une mode de communication qui, d'une façon ou d'une autre, remplace un peu la tournée des plages quand on faisait de la politique il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'on utilise là le podcast, et le podcast permet d'être réécouté. Alors après, la forme peut être critiquée, mais je trouve que la méthode n'est pas idiote, parce qu'elle permet justement d'essayer de pouvoir dire qu'il a quelque chose à faire et quelque chose à dire dans cette période-là, pour essayer de convaincre les plus sceptiques, qui sont généralement, en plus, ceux qui sont assez jeunes, et c'est vraiment la cible. Alors Stéphanie Wojcik, le problème avec ces vidéos de François Bayrou, c'est que les commentaires ont été coupés dès la première. Est-ce que ça veut dire que c'est une approche quand même un peu à l'ancienne, voilà, d'approche du web, justement? On ne sait pas véritablement encore quels sont les codes, ou alors c'est fait exprès, et à ce moment-là, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, je ne sais pas si ça a été coupé, parce que moi, j'en ai vu certains, quand même, ouais. Les commentaires sur les 5 épisodes. Au début, ça a été coupé au début. Ça a été coupé, là, et voilà, ça a été remis. Je ne sais pas si c'est une approche à l'ancienne, mais c'est une approche qui est manifestement, oui, descendante. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'il a l'air de dire de communication directe avec son électorat ou avec des personnes qu'il chercherait à convaincre, c'est un dialogue unilatéral, enfin, si on peut dire.
Enfin, c'est quelque chose où il s'exprime face caméra de manière très traditionnelle et il essaie de défendre ses perspectives et les choix et les méthodes qu'il a fait. Mais après, on voit bien dans les commentaires qui sont réapparus que sur l'ensemble des épisodes, ce sont des commentaires extrêmement critiques, quoi. Alexis Lévrier, pour élargir un petit peu le propos, est-ce que les politiques aujourd'hui ont intérêt, ont la nécessité d'utiliser ces nouveaux outils ? Oui, je pense qu'ils sont obligés. De toute façon, les médias évoluent vers ça, et même les anciens médias comme les médias audiovisuels, même comme les médias papier, ouvrent des formats de ce type pour s'adresser aux nouvelles générations. On voit dans les écoles de journalisme que nos étudiants, ils sont rompus à l'usage de ces nouvelles plateformes. Et donc, il est logique de se tourner vers ces nouveaux médias. Et je comprends tout à fait le choix de François Bayrou. Le problème dans son cas, c'est qu'il aurait mieux fait de faire la tournée des plages, en réalité. Alors, justement, c'est ça. Oui, c'est quelqu'un qui a un parcours d'élu local irréprochable de ce point de vue, qui connaît la population, qui est très à l'aise dans cette relation directe. En revanche, il ne maîtrise pas du tout les codes d'une communication sur YouTube, d'où le fait qu'effectivement, les commentaires aient été coupés dans un premier temps, alors que la seule raison d'être de ces médias, c'est l'interaction avec le public. Et puis, on voit bien que il ne maîtrise pas cette façon de faire et qu'il est à l'ancienne dans un format qui est moderne. Donc c'est constamment décalé et ça se retourne contre lui, même si je crois que sur le temps long, lui, il est plutôt dans la logique presque une logique de testament, c'est-à-dire qu'il sait que sa survie politique est assez brève et donc il essaye de montrer que jusqu'au bout, il aurait fait un effort de pédagogie. Franck Louvrier, vous-même, est-ce que quand vous avez conseillé Nicolas Sarkozy, quand il était président, c'est-à-dire que les réseaux sociaux arrivaient à ce moment-là, est-ce que vous avez dû un peu forcer justement Nicolas Sarkozy à l'époque à s'y mettre? Est-ce que d'abord, on a été forcé par les faits. Casse-toi pauvre con, c'était il y a 17 ans. Et c'était pas un smartphone, c'était une vidéo qui avait été captée par une agence vendue aux Parisiens. Donc, ça a fait le tour ensuite dans les faits. Et c'était le début justement de la présence et de la viralité, ce qu'on appelait la viralité. Et nous, on essayait de lutter ça avec une dépêche AFP. Ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il y a bien sûr un domaine particulier qui est la viralité et donc les débuts des réseaux sociaux et à l'époque d'Internet. Donc je pense qu'il ne faut rien négliger. D'abord, quand vous êtes conscient en communication, il n'y a aucun média qu'il faut négliger, quel qu'il soit, quelle que soit son importance, quelle que soit son audience, parce qu'elle s'adresse toujours à des personnes différentes des autres. Et donc, c'est ça l'enjeu. Donc, que ce soit un format court, que ce soit un format long. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de formats courts, ce qui ne permet pas de tester la qualité des hommes et des femmes politiques. Vous savez, moi, je suis d'une génération où il y avait 100 minutes pour convaincre. 100 minutes pour convaincre, c'était très difficile. La preuve, c'est qu'à la fin, ils n'avaient plus de clients. Et même des journalistes d'aujourd'hui, comme Caroline Roux, par exemple, qui vous explique qu'elle ne trouve plus personne pour débattre. Ils se protègent. Ils ne veulent pas se mettre, je dirais, dans le feu du débat. Et donc, ils se protègent en faisant des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, vous les maîtrisez. Quand vous coupez les commentaires, il n'y a plus de débat, donc l'affaire est réglée. Maintenant, c'est du top d'armes pour convaincre. Et parmi les grands utilisateurs de ces réseaux, il y a quand même notre président. C'est même le premier chef d'État à se mettre autant en scène. Je vous propose de regarder, peut-être que vous aurez la ref, cette scène d'Emmanuel Macron. On est un an avant les JO. Bonjour à tous, on est à J-200 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport. J'espère plus si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes par jour. Parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour plein de choses. Alexis Lévrier, pourquoi est-ce que quand c'est Obama qui joue au basket, la vidéo elle est virale, on applaudit? Pourquoi est-ce que quand c'est Macron, on dit que c'est ringard? Alors, on le dit ça maintenant. Au début, tout le monde a salué la modernité de sa communication. Or, il y avait déjà des biais, il y avait déjà des dangers qu'on voit bien dans un livre qui s'appelle Un personnage de roman de Philippe Besson, l'écrivain qui a accompagné sa campagne de 2017 et qui raconte les coulisses. Et le discours d'Emmanuel Macron à l'époque, c'était déjà d'évincer les journalistes pour la phrase, c'est « il faut une relation directe, désintermédiée au peuple ». Et c'est à ce titre qu'il avait choisi de miser sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est dangereux. Parce que moi, je comprends tout à fait qu'on s'appuie sur ces nouveaux outils de communication, mais pas qu'on se passe des anciens, et notamment de ce qu'il y a de plus légitime d'un point de vue médiatique, qu'est la confrontation avec les journalistes. Et quand on essaye de contourner la médiation journalistique, alors on est dans une dérive. Et c'est ça qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron. Pas le côté un peu maladroit de certaines séquences, c'est le fait qu'il ait préféré parler à McFly et Carlito plutôt que de parler à des journalistes. C'est ça qui est dangereux. Alors on parlait justement de Barack Obama, et Natacha, on va voir avec vous, outre-Atlantique, que les politiques, alors là, ils excellent dans l'exercice carrément. Oui, c'est le cas par exemple de la nouvelle présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, qui est aussi la reine sur YouTube, 1,5 million de vues pour sa dernière vidéo en réponse à la hausse des droits de douane de Donald Trump. Alors,
Tous les matins, elle tient en direct une conférence de presse, la matinale du peuple. La présidente est particulièrement populaire. Plus de 80% des Mexicains sont contents de son élection. Alors, est-ce lié à son omniprésence en ligne? Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Alors, toujours sur le continent américain, on voit que la politique spectacle a atteint des sommets. Hein. Oui, avec un biopic sur Javier Milei, la série diffusée sur X en septembre. 6 épisodes qui retracent le parcours du président argentin, de son passé de polémiste à son arrivée au pouvoir. Une série soi-disant documentaire, mais qui a tout d'une propagande. Milei puede votar mucho, poco o nada. Y en el escenario de tercios, Milei puede pasar por el medio y llegar a segunda vuelta. Et le roi des réseaux sociaux, c'est quand même Donald Trump, encore lui, un roi pourtant déchu. On se souvient qu'il avait été banni de toutes les plateformes en 2021, après l'assaut du Capitole. Il avait alors créé True Social, sa plateforme de microblogging. Et le temps de disgrâce paraît loin, car pendant sa campagne électorale, il est parti à la reconquête de tous les réseaux. Il est maintenant présent partout, TikTok, Instagram. Stéphanie Wojcik, est-ce que ces présidents-là, est-ce que c'est peut être une source d'inspiration pour nos politiques français ? Je crois que ce que vous avez montré, on l'a peut-être un petit peu oublié, parce qu'il y a aussi une histoire, malgré tout, de la communication politique numérique et des réseaux sociaux, mais les séries, et notamment les web-séries, nos politiques les ont faites. C'est-à-dire en 2012, si je me souviens bien, Jean-Luc Mélenchon avait lancé sa web-série, qui s'appelait d'ailleurs En Marche. Lors des dernières campagnes présidentielles, Emmanuel Macron a aussi sa web-série qui s'appelait Le Candidat, donc il y a des proximités. Jean-Luc Mélenchon aussi. Jean-Luc Mélenchon aussi, donc l'idée de faire une web-série pour essayer de véhiculer une image plus authentique, plus proche du peuple, candidat presque entre guillemets ordinaire, ou en tout cas dans lequel on peut avoir confiance, c'est quelque chose que l'on fait sans trop de difficultés. Mais on retrouve dans ce que vous avez montré un petit peu ce que disait Alexis Lévrier sur l'idée que l'on puisse effectivement se passer d'une médiation humaine, mais qui est remplacée de fait par une médiation technique, c'est-à-dire que la personnalité politique va vouloir s'adresser directement à tout ou partie de son électorat. Mais c'est oublié, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée des shorts, du fait qu'on est désormais dans un moment où les interventions sont courtes, parce qu'on voit apparaître quand même, alors pour le meilleur et pour le pire, des nouveaux médiateurs, notamment sur YouTube, ou des personnalités avec lesquelles les personnalités politiques peuvent discuter et peuvent être interviewées. Moi, je pense à des choses aussi connues qu'Hugo Décrypte, ou sur Twitch, quelqu'un comme Jean Massier ou Samuel Etienne, qui ont pu, lors des campagnes électorales et même après, interviewer aussi des acteurs politiques. Donc il y a la propagande, on va dire, que font les acteurs politiques, et puis après il y a aussi d'autres espaces numériques où les acteurs politiques peuvent s'exprimer plus longuement s'ils le souhaitent. Alors la question aussi qu'on peut se poser, Franck Louvrier, c'est à force de le faire, est-ce que c'est que de la communication ou ça peut vraiment marcher électoralement? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en retirer un bénéfice? D'abord, vous avez un enjeu, vous, journaliste. C'est de ne pas faire disparaître votre métier, qui est de vérifier l'information, parce que l'essence même d'un journaliste, c'est quand même de vérifier l'information et d'être, d'une façon ou d'une autre, le gage d'une information de qualité. Alors là, on l'a vu avec Javier Milei, on sait que ça vient bien de Javier Milei. Voilà, attention à ceux qui ne le sont pas, et ceux qui le sont, moi je ne suis pas là pour défendre les journalistes, mais en tout cas, je pense que vous êtes non, parce que ce n'est pas mon rôle, mais je veux dire, vous êtes là des interfaces, et c'est toute la différence entre la communication et l'information. Et juste, alors d'après vous, est-ce que ça rapporte des voix? Simplement. Bien sûr que ça permet de rapporter sans doute des adhésions, ce qu'on appelle les followers, des gens qui vous suivent. Mais c'est pas pour ça que ça fait l'opinion. C'est des moments de débat. Et je pense que le fait qu'on ait des formats courts comme des formats longs, le livre n'est pas encore mort, et le livre politique non plus, par exemple. Parce que vous prenez 1h30 à peu près d'une personne pour qu'il vous lise pendant cette période-là. Alors que quand vous êtes sur Twitter, quand vous êtes sur... Vous le vérifiez ça localement, l'adhésion? Bien sûr. Mais c'est essentiel, parce que vous voyez bien, quand vous avez un intérêt pour la politique, vous pouvez regarder les réseaux, mais vous avez besoin aussi un peu de matière. Et la matière, c'est long, c'est pas le court, parce que le court, ça marche pas. Vous pouvez pas en 1 minute 30 expliquer votre programme, quel qu'il soit. Alexis Lévrier, on le voit justement, je repose ma question sur l'adhésion, parce qu'on a vu quelques exemples assez contraires. En France, on ne sait pas véritablement, mais on a vu par exemple qu'en Allemagne, un parti comme l'AfD a énormément de followers, et on a vu la progression en effet ensuite dans les urnes. Alors est-ce que c'est forcément quand un politique a beaucoup de followers, est-ce que ça suit forcément dans les urnes? Non, pas forcément, mais enfin c'est un atout, et je crois qu'ils misent tous un petit peu là-dessus maintenant. On voit que les partis les plus radicaux en tirent
vraiment une utilisation très forte et assez efficace, il faut bien le reconnaître, que ce soit donc dans la gauche radicale, les insoumis ou à l'extrême droite, et notamment parce que ces partis se construisent contre les médias traditionnels. Donc ça nourrit leur discours. Moi, je me souviens d'un C'est à vous en mars 2019, où on avait Nicolas Dupont-Aignan qui était invité. Donc tout ce discours qui consiste à dire qu'ils sont évincés des médias traditionnels est faux. C'est une posture. Mais en fait, il avait choisi de fabriquer un moment de télé contre Patrick Cohen. Bien avant Rachida Dati, il avait déjà testé ça, et il l'avait qualifié de serviteur du pouvoir. Et évidemment, Anne-Sophie Lemoine avait mis fin à l'interview, et directement derrière, il était allé dans la rue, il avait fait un live sur Facebook pour dire « Regardez, j'ai affronté le tribunal médiatique et j'ai dû être évincé ». Donc tout ça est construit. C'est une façon, même quand ils vont dans les médias traditionnels, de dire « Nous sommes des victimes de ce système et donc nous le contournons avec des outils comme Facebook, comme X. Les députés ont bien compris l'intérêt d'exister sur les réseaux sociaux, et certains vont jusqu'à faire des interventions à l'Assemblée nationale calibrées pour, par exemple, une vidéo TikTok. C'est le cas, par exemple, de cette vidéo de la présidente des écologistes. Regardez. Je sais que le Rassemblement national n'aime pas l'opposition, aime peu les critiques et a peu de goût du débat démocratique, mais il me semble que nous ne sommes pas encore en Russie ici, que le modèle démocratique français est toujours solide et que si vous voulez avoir un système autoritaire, allez vivre en Russie, ils vous payent déjà, au moins les choses seront claires. Donc on le voit que là, c'est une intervention pensée pour TikTok, postée sur TikTok. Stéphanie Wojcik, est-ce que ça peut changer, modifier, peut-être même nuire au débat démocratique à terme? Alors, je vais essayer de répondre à cette question, mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit juste avant. Très rapidement, parce que... l'engagement. Non, je voudrais juste dire une évidence qui est de ne pas confondre l'engagement qu'on peut mesurer avec des métriques, de nombre de followers, de nombre de vues, le nombre de partages, etc., et l'engagement réel pour un candidat ou pour une personnalité politique, parce que les deux ne sont pas synonymes, quoi. Et donc, je crois qu'il y a quand même un enjeu pour les personnalités politiques, c'est d'avoir une grande visibilité, donc d'avoir un très grand nombre de followers, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils sont, mais c'est aussi des enjeux qui sont liés à leur positionnement dans le champ politique. Alors, sur le côté, justement, les députés TikTok qui calibrent en effet leur intervention par rapport aux réseaux sociaux. Je crois que les députés, ils ne pensent pas d'abord TikTok, ils pensent TikTok et l'ensemble des autres interventions médiatiques ou sur des médias qui leur permettent d'expliciter leur position. Là, il est clair que la personne, effectivement, comme ça a pu être dit antérieurement, elle vise une partie d'un électorat qui est plutôt jeune, qui est plutôt friand de type de contenu court, qui pourra être effectivement, qui a un potentiel de viralité davantage qu'effectivement une explicitation de programme pendant 1h30 avec Hugo Décrypte ou autre. Je vous rappelle quand même que les électeurs sont des personnes âgées aujourd'hui. Il y a 50% des abstentionnistes et les électeurs sont des personnes âgées. Et ce n'est pas ceux qui sont les plus friands des réseaux sociaux. Donc il faut faire aussi attention à cette lentille un peu déformante de toujours se dire tout passe par les réseaux sociaux. Non, la presse quotidienne régionale est importante. Elle s'adresse à des électeurs. Oui, mais le but de Mélenchon, c'est d'aller chercher cet électorat. Pourquoi les partis extrêmes, justement, utilisent énormément? Parce qu'eux, ils n'ont pas toujours accès, en tout cas au début de leur histoire, ils n'ont pas toujours accès aux médias traditionnels. Et donc, ils utilisent justement ces réseaux qui sont accessibles pour tout le monde, par tout le monde, pour pouvoir justement pénétrer dans le monde politique. Alexis Lévrier, est-ce que du coup, quand on veut toucher comme ça des jeunes qui parfois ne votent pas encore, c'est une manière finalement d'infuser dans les mentalités? Oui, et puis encore une fois, à condition que ça s'accompagne de l'acceptation de la contradiction journalistique, c'est-à-dire le fait de s'adresser aussi à des médias traditionnels, moi, j'y vois pas du tout un problème. Et à mon avis, c'est une évolution qui est inéluctable. Et encore une fois, dans les écoles de journalisme, on voit aussi, et d'ailleurs, Le Monde, les grands médias traditionnels ont tous misé sur ces formats-là. C'est une évolution. Dans l'histoire des médias, ça se répète constamment. C'est-à-dire que les évolutions technologiques sont assimilées par les médias traditionnels et ils s'enrichissent de ces évolutions. Donc, pour moi, c'est pas du tout un souci. Le problème, c'est quand on en arrive à des postures. Là, les séquences qu'on voit de 20 secondes, elles sont calculées pour faire du buzz, pour faire du clash. Et il faut se souvenir que quand Emmanuel Macron parle de désintermédiation, il a tort. Il y a bien, ce sont des médias. Donc, il y a des règles. Simplement, ça ne sont pas les journalistes qui les fixent. Ce sont ces plateformes et elles sont calculées pour faire du buzz. Et donc, quelque part, il faut accepter les règles qui sont fixées par ces plateformes, lesquelles, il faut le rappeler, se sont toutes ralliées pratiquement aujourd'hui à Donald Trump et à l'extrême droite. Stéphanie Wojcik, je voyais réagir par rapport à Non, mais c'est aussi par rapport à ce que disait Franck Louvrier tout à l'heure en disant les journalistes défendent leur métier, etc. La contradiction, elle est plus forcément portée par des journalistes en tant que tels, mais vous la trouvez justement dans la section commentaires, avec des individus plus ou moins ordinaires qui prennent la parole, qui s'expriment, qui mettent en visibilité des propos qui sont contradictoires et qui ont une visibilité beaucoup plus grande que ce que l'on peut voir dans les médias traditionnels, où
où ils n'ont pas accès quand même. Donc effectivement, il y a un travail à faire pour les journalistes de garder leur métier, mais il y a aussi le fait de regarder ce qui se passe dans les espaces numériques avec des individus, on va dire, qui n'ont pas accès à l'espace public traditionnel, qui prennent la parole et qui peuvent être en mesure de porter la contradiction, y compris en la documentant, en la sourçant, en faisant référence à des articles, à des interventions antérieures. Et c'est ça aussi auquel on pense pas toujours, c'est que le web, c'est une archive politique, c'est une mémoire. Oui, alors sauf qu'elle est exposée quand même à la fois aux fake news, c'est-à-dire aux fausses informations, et aussi aux mouvements qui veulent pousser leurs idées, notamment dans les commentaires, parce qu'on le voit souvent. Moi, il m'arrive, par exemple, comme maire, de faire des entretiens Facebook, où j'ai les commentaires. Je vois bien qu'il y en a certains, c'est les mêmes, mais c'est une récurrence, et c'est ceux qui sont là pour m'attaquer ou pour dire que c'est très bien, dans les deux sens. Mais voilà. Et dans l'idée de rester aussi dans une bulle, parfois. On est entre exactement, parce on ne parle pas aux c'est le autres. problème des réseaux. Alors, voilà, c'est ça. Mais Alexis Lévrier, ça veut dire en fait que le bon vieux JT n'est pas mort. Non, je suis persuadé qu'il va continuer longtemps. En fait, il va circuler sur d'autres médias. On voit bien que ces JT s'adaptent. Ils isolent même des séquences qui sont destinées aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'éternelle histoire des médias qui fait que rien ne disparaît, tout se réinvente éternellement. Mais les JT sont d'autant pas morts que font les acteurs politiques? Ils font des extraits. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils passent à longueur de journée sur leur compte de réseaux sociaux. C'est mon extrait dans la matinale de je ne sais pas où, mon intervention télévisée, etc. Donc c'est quelque chose qui s'alimente réciproquement. Allez, on va voir que grâce à notre archive, nous allons voir qu'il fut un temps où les réseaux sociaux n'existaient pas. Et oui, c'est possible. En 1975, pour dépoussiérer la communication politique, Valéry Giscard d'Estaing s'invite à dîner une fois par mois chez un couple de Français tirés au sort. Et croyez-moi, valait mieux ne pas se rater sur le soufflet. Là. Qui est-ce qui avait invité le président à venir dans la famille? C'est vous, mademoiselle, non? Oui, c'est moi. Comment ça s'est passé? C'est avec votre soeur, vous avez fait? Oui, c'est un soir à la télévision, on avait entendu Monsieur le Président qui disait qu'il serait très heureux d'être reçu dans les familles. Alors, avec Isabelle, on s'est dit, pourquoi pas nous? Bon, est-ce que vous avez parlé avec lui? Oui, j'ai parlé avec lui. De quel problème? J'ai parlé des problèmes de l'école. On abordait tous les problèmes, sans les approfondir en fait. Bon, alors au bout d'un moment, c'est plus devenu le président, c'était quelqu'un qui venait Oui, chez c'est vous. ça. C'était un ami vraiment, parce qu'on pouvait parler de n'importe quoi. Et il s'intéressait à tout. Voilà, nous étions en 1975, mais Franck Louvrier, quand on voit ça aujourd'hui, est-ce qu'on se dit, ce genre d'initiative de communication, est-ce que c'est pas plus efficace qu'aujourd'hui que le YouTube de François Bayrou? Non, parce que l'environnement est plus le même. C'est comme si vous me donniez, par exemple, la stratégie de Jacques Pilan, qui était basée sur la rareté, qui a été le communicant à la fois François Mitterrand. De François Mitterrand et de Jacques Chirac. Au début, le fait est, c'est qu'on sait bien que maintenant, la rareté, c'est très difficile, parce que vous êtes exposé. D'abord, vous usez plus vite quand vous êtes homme ou femme politique. On le voit bien, les carrières sont plus courtes, parce que justement, l'exposition est plus forte. Donc tout ça fait que la mise en scène, elle se voit plus aussi, parce qu'on est plus adepte de lire dans les médias qu'on pouvait le lire à l'époque. C'est sûr qu'à l'époque, vous aviez 2 ou 3 chaînes. Maintenant, vous en avez des dizaines. Donc voilà, tout le contexte. C'est pour ça qu'il faut s'adapter à tous les médias. Et c'est ça, sans doute, l'enjeu. Et c'est le rôle des communicants. C'est là leur métier, l'essence même de leur métier. Allez, ça doit se terminer. Merci beaucoup, en tout cas, à vous trois d'être venus débattre ce soir autour de ce sujet. On va passer maintenant à suivre dans 28 minutes Quentin Darmon et Théophile Cossa, voilà, avec qui nous parlerons du retour sur le devant de la scène, autre sujet, de Pamela Anderson, métamorphosée. Avant de nous demander, mais comment ça marche, le classement du patrimoine mondial de l'UNESCO? On ne sait jamais, si vous êtes intéressé pour votre petite bicoque. Mais avant cela, rejoignons l'homme qui, tous les soirs, refuse de sortir dans des endroits de mauvaise vie, préférant ses lorgnons et sa bibliothèque pour nous rassasier de culture générale. Une nouvelle fois ce soir, Victor de Quiver vous le promet, vous dînerez moins bête. La clim a-t-elle été inventée dans les cinémas? La question vous paraît farfelue, et pourtant. En 1925, à New York, un petit génie de 49 ans s'attaque à un problème brûlant. Les salles de cinéma sont désertes l'été. Logique, avec les machines et les centaines de spectateurs entassés dans l'obscurité, la température y devient vite insupportable. Les propriétaires de ces palaces flambant neufs perdent des fortunes pendant les mois chauds. C'est alors que les cinémas appellent à l'aide un ingénieur qui a fait ses preuves dans une imprimerie. Si Willis Carrière a réussi à déshumidifier l'air pour sauver du papier, il pourrait le refroidir dans un cinéma. Voilà comment il est mandaté pour installer un système d'air conditionné au Rivoli Theater en plein Times Square. Le succès est immédiat. Les New-Yorkais en nage s'y précipitent pour découvrir un phénomène nouveau, le froid artificiel. Peu importe le film projeté, on vient d'abord et avant tout pour la fraîcheur.
la magie opère si bien que tous les cinémas du pays s'équipent. Hollywood comprend vite l'intérêt de sortir ses superproductions en été. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, les blockbusters sortent majoritairement pendant la saison chaude. L'air conditionné conquiert ensuite toute la société américaine, les grands magasins d'abord, les bureaux et enfin les habitations. En France, l'histoire est différente. L'air conditionné ne s'y développe vraiment qu'à partir des années 1960. Les Européens ont longtemps préféré l'air naturel au système mécanique. Les experts français interviewés en 1970 prédisaient pourtant, avec assurance, qu'en l'an 2000, tous les locaux seraient climatisés. Raté. Aujourd'hui, si 90% des logements américains sont équipés de climatisation, seuls 4% des foyers français en possèdent. Mais ce qui est certain, c'est que sans le cinéma, nous ne pourrions pas contribuer avec autant de panache au réchauffement climatique. Et oui, une climatisation peut consommer jusqu'à 50 fois plus d'électricité qu'un réfrigérateur. Voilà, vous dînerez moins bête. Merci Victor de Quivière pour ces nouvelles très fraîches. En tout cas, merci à vous. Allez, il est temps de retrouver Quentin Darmon et Théophile Cossin. On commence avec vous. Quentin, vous nous parlez ce soir d'une des stars de l'été, Pamela Anderson, qui est de retour au cinéma avec un film qui est sorti aujourd'hui. Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Et cette femme, en fait, décidément, n'arrête pas de nous surprendre. Oui, si vous en êtes resté au sex symbole des années 90, il est bien temps de vous mettre à la page. Son histoire commence en fait dans un stade de foot canadien. Pamela Anderson vient d'avoir 22 ans, elle assiste à un match de l'équipe de Vancouver. Le caméraman la remarque, la filme et la voilà projetée sur les écrans du stade. Son crop top attire l'œil d'une marque de bière qui lui propose alors de devenir son égérie. Vient ensuite, évidemment, Playboy. Le magazine cherche un nouveau corps à exhiber pour le mois d'octobre 89. La jeune fille hésite, mais sa mère la pousse. Pamela Anderson en fera 14 fois la une, un record inégalé. Ses premiers cachets, elle s'en sert pour refaire sa poitrine, qui n'a pas fini d'obséder l'Amérique. Et de cette période, elle ne garde pourtant aucune amertume, bien au contraire. Playboy m'a donné confiance en moi. Ça m'a sauvé la vie, explique-t-elle. Mais ce qu'elle dit comme une libération va peu à peu se retourner contre elle. Oui, Pamela Anderson ne s'en est pourtant jamais cachée. Elle, ce qu'elle veut, c'est d'être une actrice, bien comme les autres. Sauf qu'Hollywood a d'autres plans pour elle. Le carton mondial de la série Alerte à Malibu, qui réunit plus d'1 milliard de téléspectateurs à chaque épisode, la cantonne dans le rôle d'objet de désir masculin, une prison dont elle ne sortira pas. En 95, le vol d'une vidéo intime enterre ses derniers espoirs de 7e art. Ses ébats sexuels avec son mari de l'époque, le rocker Tommy Lee, sont diffusés massivement en cassette puis sur Internet. 2 ans plus tard, Pamela Anderson quitte définitivement les plages de Malibu pour une longue traversée du désert et une dépression qui va durer, selon elle, plus d'une vingtaine d'années. Mais alors, depuis quelques années, en fait, Pamela Anderson, on le voit, a entrepris d'inverser le cours de sa propre histoire. J'ai toujours dit que mes seins avaient fait carrière et je les ai seulement suivis. Voilà ce qu'elle explique dans le documentaire Pamela, A Love Story. Elle y raconte son enfance, les coups de son père contre sa mère, son corps si souvent fantasmé et violenté, d'abord par des attouchements de la part de sa baby-sitter, puis à l'adolescence par des hommes qui vont la violer à plusieurs reprises. Ce qui la sauve, eh bien, son amour pour les animaux et la nature. Elle en fait son refuge, puis bien plus tard, un combat politique. Avec l'association PETA, Pamela Anderson plaide partout, au Kremlin, devant Vladimir Poutine contre la chasse aux phoques, ou à l'Assemblée nationale pour l'interdiction du gavage des oies et des canards. Si tout cela vous rappelle une certaine Brigitte Bardot, eh bien, c'est normal. Les deux femmes disent d'ailleurs avoir beaucoup de respect l'une pour l'autre et une aversion commune pour la violence qu'elles ont, l'une comme l'autre, trop subie. À 58 ans, Pamela Anderson enchaîne désormais les comédies musicales, les drames indépendants et maintenant les parodies un brin scato. En tout cas, une chose est sûre, maintenant, eh bien, c'est elle qui décide. Merci beaucoup, Quentin. Allez, Théophile, avec vous, ce soir, on file en Bretagne, parce qu'on va parler patrimoine mondial de l'UNESCO. Les mégalithes de Carnac viennent d'être classés. L'occasion de se demander, inscrire un site au patrimoine mondial de l'UNESCO, comment ça marche? Oui, vous savez, l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies qui a pour mission de protéger le patrimoine mondial, culturel ou naturel. Et pour ça, chaque année, l'institution classe de nouveaux sites. Il y en a déjà 1200 partout dans le monde. Le Taj Mahal, le Colisée, le Machu Picchu, bref, le top du top. En France, on a comme ça 54 sites classés. Cocorico, le château de Versailles, le Mont Saint-Michel, les lagons de Nouvelle-Calédonie.
Et depuis le mois de juillet, les mégalithes de Carnac et du Morbihan, vous savez, ces 550 monolithes de pierre dressés fièrement depuis plus de 6000 ans. Alors Théophile, sur quels critères se fonde l'UNESCO pour décider? Alors, pour avoir la chance de figurer sur la très sélecte liste du patrimoine mondial, il faut 1. Avoir une valeur universelle exceptionnelle, bon ça d'accord, et 2. Satisfaire au moins un des 10 critères de sélection. Ça peut être représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain, apporter un témoignage unique sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue. Clairement, les mégalithes de Karnak ont rempli ce critère. Ça peut être aussi représenter des aires naturelles d'une beauté exceptionnelle ou contenir les habitats naturels des espèces menacées. Alors, dit comme ça peut sembler facile d'être inscrit au patrimoine mondial, sauf qu'en réalité, c'est un vrai parcours du combattant. Et pourquoi ça? Parce que c'est très exigeant et très long. Pour vous donner une idée, le dossier des mégalithes de Karnak a mis 13 ans avant d'être présenté devant le comité du patrimoine mondial. Des centaines de pages à remplir. Il a été réécrit, vérifié, revérifié par tout un tas d'organismes. Pareil pour les châteaux du pays Qatar. Vous savez, ces châteaux qui ont été construits par Louis IX au XIIe siècle dans l'Aude et l'Ariège, leur candidature se prépare depuis 12 ans. Elle sera présentée en 2026. Et pour ne commettre aucun impair, l'association Mission Patrimoine Mondial, qui prépare le dossier, a même décidé de rebaptiser officiellement le site en forteresse royale du Languedoc pour coller à la vérité historique chère à l'UNESCO. Les châteaux Qatar ne s'appellent donc plus Château Qatar. D'ailleurs, il faut juste, pour savoir, ça rapporte quoi d'être classé en fait? Déjà, une reconnaissance mondiale, il faut le dire, c'est chic, des aides humaines et matérielles pour préserver les sites, et puis bien sûr, beaucoup de touristes, plus 30% de visiteurs en moyenne pour les sites classés, et des retombées économiques à la clé. Un enjeu de taille surtout quand on sait que chaque pays ne peut présenter qu'une seule candidature par an. La classe internationale, ça se mérite. Voilà, on va méditer ça. En tout cas, merci beaucoup, mes amis. Merci à vous. À suivre sur Arte, l'excellent Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand sur l'amitié. Un brin toxique de 2 garçons dans un village sans avenir jusqu'à... je vous dis pas la suite. Mais ça a permis à Raphaël Quenard de remporter un César. Nous, on se retrouve bien sûr demain, 20h05, pour un nouveau numéro de 28 minutes. Tchuss.